Bonjour à tous, du coup, à nouveau et merci, merci pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler avec Laure, que vous connaissez sûrement déjà, des régimes alimentaires d'exclusion. Donc cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je sais que l'alimentation, c'est toujours un sujet qui intéresse beaucoup, qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, dans tous les cas, on sera tous attentifs à ce que Laure va nous dire. Donc, comme d'habitude, moi, je serai là vraiment pour assister Laure et veiller à ce que tout se passe bien pour vous. Si vous avez le moindre souci technique, n'hésitez pas à faire appel à moi via le chat. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne, mais en tout cas, voilà, vous avez juste à écrire un petit message sur le chat et je vous répondrai en quelques secondes, quelques minutes. Donc voilà, mon prénom c'est Chloé, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Et en bas de votre écran, vous avez le petit lien d'inscription, movadom.eventbrite.com, pour vous inscrire du coup aux futures conférences, futurs cours aussi de sophrologie, de yoga. Donc n'hésitez surtout pas à regarder le planning et à vous y inscrire. Et voilà pour moi. En tout cas, je vais laisser la main du coup à Laure. Je vais te laisser prendre le contrôle sur la présentation. Et puis je reste avec vous dans tous les cas. Donc, bonjour à tous, je suis Laure, donc diététicienne nutritionniste en Normandie, sous le soleil normand. Et donc, on va parler aujourd'hui des régimes d'exclusion. S'il y a des questions, comme vous l'a dit Chloé, n'hésitez pas sur le chat à les poser. Et puis, en fonction du déroulement, je vous dis, soit j'y réponds, soit ça veut dire que je vais y répondre un peu plus tard. Et de toute façon, nous aurons du temps à la fin pour pouvoir aussi poser des questions. Donc, qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? L'équilibre alimentaire, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire, c'est manger de pardon Chloé, Il faut que tu prennes le contrôle sur la présentation. comment je fais? En haut de l'écran, normalement, tu as contrôler ou prendre le contrôle. Ça Ouais, y c'est est! tout bon. Super, parfait. Super, Merci. excusez-moi, trop de soleil, je donc l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée en fonction de nos besoins. Nos besoins, ils évoluent. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant, vos besoins ne sont pas les mêmes que quand vous êtes adulte, puisque vous êtes en phase de croissance. Donc, vous avez des hormones de croissance, vous avez un phénomène de grandissement qui fait que vos besoins vont être plus importants. En vieillissant, nos besoins ne sont pas forcément moindres, mais différents, puisque nos cellules ont besoin de plus d'énergie pour arriver au même résultat. Et puis, ce qui peut varier aussi, c'est un contexte. S'il se met à faire très, très beau et très, très chaud, vous allez voir aussi que vos besoins vont être différents puisque va y avoir de la sudation. Il va falloir que notre organisme maintienne une température corporelle adaptée. Pareil, s'il se mettait à faire très froid. Donc vraiment, le but de l'équilibre alimentaire, c'est d'apporter à notre organisme tout ce dont il a besoin en fonction de ce que l'on vit, de l'âge. Pareil, si vous êtes malade, s'il y a une pathologie, on voit bien que notre organisme va dépenser différemment, voire plus, et donc on a besoin de compenser. L'idée, c'est vraiment que nos apports, c'est-à-dire ce que l'on mange, va être transformé en énergie par notre organisme pour pouvoir être utilisé. Donc, si je mange beaucoup mais que je ne dépense pas, je prends du poids. Si je ne mange pas beaucoup et que je dépense beaucoup, eh bien là, je perds du poids. Donc le but, c'est d'avoir un rapport entre mes apports et mes dépenses qui soit adapté et qui soit réévalué en fonction de ce que je vis, en fonction de ma tranche d'âge et en fonction du type d'activité que je vais avoir. Aujourd'hui, là, cet après-midi, vous êtes en train de m'écouter, votre dépense énergétique n'est pas très importante. Par contre, si cet après, vous avez décidé d'aller faire une petite rando entre 5 et 10 kilomètres, votre dépense énergétique, forcément, va fluctuer, va être accentuée. Donc, il faudra le prendre en compte également. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout. Et donc, vous avez sous les yeux ce que j'appelle la pyramide alimentaire, c'est-à-dire quels sont les aliments dont nous avons besoin. Et nous allons commencer par la base de la pyramide alimentaire, c'est-à-dire ce qui est vital pour nous. Et plus nous allons monter vers le haut de la pyramide, le sommet, moins c'est vital au niveau de nos besoins réels, mais finalement, plus c'est aussi intéressant d'un point de vue gustatif et ça aussi, ça doit rentrer en compte dans notre équilibre. On est bien d'accord? Manger pour manger, oui, mais si on peut avoir, je dirais une notion de plaisir, de sensation en bouche, manger différemment en fonction des journées, en fonction des saisons, ça va aussi aider à avoir cette notion de plaisir et l'envie de cuisiner, de se mettre à table. Et donc vous voyez que la base de notre équilibre alimentaire, c'est du bleu, c'est l'eau. C'est-à-dire que, d'un point de vue vital, nous avons besoin d'eau. Si j'ai pas d'eau,
eh bien, je ne renouvelle pas mes apports hydriques, je ne renouvelle pas mon quota hydrique et donc je me déshydrate. Donc la base de l'équilibre alimentaire, la pyramide, elle est placée sur de l'eau, sur du bleu. Voilà. Et donc quand on vous dit qu'il faut boire environ 1,5 litre à 2 litres d'apport hydrique par jour, c'est pas forcément que de l'eau, c'est du café, c'est du thé, ça peut être, tout ce qui est boisson en règle générale, sauf l'alcool qui déshydrate. Donc on a de la base, c'est vraiment de s'hydrater correctement, déjà. Et si effectivement il se mettait à faire très, très chaud, nous allons augmenter un peu nos apports hydriques, c'est-à-dire boire un peu plus, mais il faut aussi être raisonnable puisqu'on sait que dans les autres familles alimentaires nous apportent aussi de l'eau. Vous en avez dans les fruits, dans les légumes, vous prenez un yaourt, il y a de l'eau, enfin voilà. Donc l'été, quand il fait chaud, on a tendance à manger aussi plus de fruits et de légumes crus et donc indirectement, on va avoir un apport qui va être aussi amplifié au niveau de l'hydratation. Le meilleur indice pour savoir si, tout va bien au niveau de l'hydratation, c'est est-ce que vous allez aux toilettes ou plus du tout? Et quelles sont, la couleur et les odeurs de vos urines? C'est le meilleur des réflexes et c'est ce qui fait aussi que ça peut varier d'une personne à l'autre ou d'une saison à l'autre. Donc ça, c'est important. Ensuite, là où la pyramide, elle est posée sur de l'eau, ensuite, nous avons tout ce qui est la famille des féculents. Pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, tout ce qui va être légumes secs, lentilles, flageolets, tout ce qui est farine au sens large. Et donc cette famille-là, ça s'appelle la famille des féculents parce que ça vous apporte des sucres lents qui vont être disponibles longtemps après avoir mangé. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous donne de l'énergie et ça va être digéré dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous avez ingéré cette famille alimentaire. Donc elle est importante parce qu'elle va vous permettre finalement de faire vos activités. En ce moment, par exemple, de m'écouter, d'être attentive à ce que je peux raconter, de participer sur le chat et puis ensuite, bah, ça vous permettra soit d'aller, jusqu'au repas suivant, sinon d'aller jusqu'à une petite collation dans l'après-midi. Donc cette famille-là, elle nous apporte des sucres lents, de l'énergie disponible longtemps et on va en consommer en fonction à la fois de nos dépenses énergétiques. Si vous êtes en train de m'écouter, votre dépense énergétique n'est pas la même que si vous êtes, parti pour faire, 10 kilomètres, de rando en ayant les écouteurs pour m'écouter dans les oreilles. Voilà, votre dépense va être différente. Donc on va adapter cette famille alimentaire en fonction de notre faim, en fonction de notre dépense énergétique. Souvent, on parle comme référence le point de la main. Ensuite, et on va en consommer à chaque repas pour être sûr d'avoir de l'énergie disponible jusqu'au repas suivant et on en consommera aussi le soir en quantité adaptée en fonction de ce que l'on fait parce que finalement, vous avez ce qu'on appelle le jeûne nocturne, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez mangé, vous avez dîné et le moment où vous avez votre petit déjeuner, il peut se passer jusque 10 à 12 heures et donc pour bien dormir, nous avons aussi besoin d'avoir un apport en énergie suffisant. Donc ça, c'est important. Ensuite, nous avons la famille des fruits et légumes qui vont nous apporter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'eau et puis, une quantité non négligeable de fibres alimentaires et des vitamines et des minéraux. L'intérêt quand même de cette famille, c'est de suivre la saisonnalité. C'est-à-dire que si vous mangez, des fraises et des tomates en plein mois de décembre, gustativement, il y a peut-être à redire et surtout, vous n'aurez pas de vitamines et de minéraux de façon adaptée puisque ce ne seront pas des produits de saison. Donc soit ils auront voyagé, ils auront été cueillis plus tôt que prévu et ils ne seront pas à maturité, donc le degré de vitamines et de minéraux ne sera pas adapté. D'où l'intérêt de jouer sur la saisonnalité et puis la saisonnalité vous permet quand même d'avoir des fruits et légumes à des coûts intéressants. Sachez quand même que tout ce qui va être produit basique en conserve ou en surgélation sont des produits qui sont mis en conservation ou en surgélation dans les 2 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc en perte vitaminique et minérale, il y en a quasiment pas. Alors que des fois, votre concombre qui est depuis 10 jours dans le bac à légumes du frigo est des fois, plus endommagé d'un point de vue vitamines et minéraux. Donc faites attention à ça. Et au niveau de la quantité sur les légumes, on va consommer des légumes midi et soir, de nouveau à hauteur d'un point, c'est-à-dire dans la même quantité que ce que vous allez consommer en féculents. Et pour les fruits, nous allons consommer 3 portions de fruits par jour. Ces portions, c'est l'équivalent de 2 kiwis, 3 clémentines, une pomme, une poire, un ramequin de fraises ou de raisins. Ça va être une orange, ça va être une pomme, ça va être une bananes de taille standard, effectivement, vous en avez qui sont très, très grandes, donc plutôt standard et on dit 3 portions de fruits par jour. Attention en été et au printemps parce que souvent les fruits sont très, attractifs d'un point de vue sucre, d'un point de vue, juteux et on aurait tendance à en consommer un peu de trop. Si vous avez un excès de fruits, donc de fructose, de sucre naturel qui va être digéré rapidement par votre organisme, contrairement aux féculents
Eh bien, en fait, ils vont être transformés et stockés sous forme de matière grasse. Donc l'intérêt, c'est quand même d'essayer d'avoir 3 portions de fruits par jour, pas plus. Et si jamais il y en a plus, beh, ça veut dire qu'il faut se dépenser plus pour pouvoir être sûr de les utiliser à bon escient. Voilà. Ensuite, nous avons la famille des, protéines au sens large, donc tout ce qui va être viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et tout ce qui va être produits laitiers. Donc cette famille-là, c'est la famille des, protéines d'origine animale. Elle vous apporte également, en fonction de ce que vous consommez, du fer, par exemple, pour tout ce qui est viande, de l'iode pour le poisson et du calcium pour les produits laitiers. Donc les protéines, ça sert à fabriquer du muscle, à vous maintenir en bonne santé, à vous maintenir debout, à tenir debout, à capitaliser cette fameuse capacité musculaire. Le calcium, lui, vous aidera aussi pour tout ce qui va être squelette et d'où l'intérêt bien d'avoir les 2 parce que si vous avez, un squelette qui est en bonne santé mais que vous n'avez pas de protéines, bah, vous vous cassez quand même la figure et inversement, si vous avez beaucoup de muscles mais que vous n'avez quasiment pas de calcium, donc des os, un squelette qui n'est pas en bonne santé d'un point de vue qualité, de votre ossature, eh bien, vous risquez quand même de vous casser quelque chose au moindre choc. Donc ça, cette famille-là, on va en consommer 1 à 2 fois par jour pour tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, à hauteur d'environ 100-120 grammes sur la journée. Si on devait représenter, c'est la paume de la main pour, l'équivalent de la viande et la hauteur d'un petit doigt. Donc finalement, ça fait pas beaucoup et dans nos habitudes alimentaires, nous aurions tendance à en consommer plus. Et quand je dis viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, c'est au sens assez large, c'est-à-dire une tranche de jambon, du thon, un maquereau, un œuf dur, c'est une source de viande, poisson, œuf. Ça peut être aussi une source type, viande grillée, mijotée à griller ou poisson en papillote ou ce genre de choses. Et les produits laitiers, ça va être 2 à 3 portions de produits laitiers par jour, au titre de un yaourt, une portion de fromage, 30 grammes de fromage, c'est le V de la victoire, c'est pas beaucoup. Un verre de lait, mais ça peut être aussi tout ce qui est, fromage blanc et ce genre de choses. Donc voilà. Donc les protéines pour les capacités musculaires. Ensuite, nous avons les matières grasses dites ajoutées. Alors ajoutées parce que vous avez effectivement des matières grasses dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et dans les produits laitiers, qui sont aussi intéressantes et à vous de varier pour avoir des viandes ou des poissons plutôt gras ou maigres et aussi de choisir des produits laitiers qui peuvent avoir une quantité variable de, matières grasses. Donc ces matières grasses dites ajoutées, donc viande, tout ce qui va être, crème fraîche, beurre, margarine et les huiles, elles sont importantes parce qu'elles vont vous apporter des vitamines A, D, E, K que l'on ne trouve que dans cette famille-là. On les trouvera aussi dans tout ce qui est fruits, oléagineux et donc elles sont importantes parce qu'on en a physiologiquement besoin et donc on ne sait pas les fabriquer. Donc vraiment, c'est grâce à cette famille alimentaire que l'on va pouvoir permettre à notre organisme d'avoir ce quota en vitamines A, D, E, K suffisant pour être en bonne santé. Nous avons aussi des acides gras essentiels dans tout ce qui est les huiles, qui vont vous apporter ces acides gras essentiels parce qu'ils sont vital à votre organisme. Vous ne savez pas non plus les fabriquer, donc vous en avez physiologiquement parlant besoin. Les huiles, quelle que soit l'huile, elles sont toutes caloriques à 100 de matière grasse. Ce qui va varier, c'est qu'elles ne vont pas vous apporter les mêmes acides gras essentiels. D'où l'intérêt de varier ces bonnes matières grasses. Il y a des huiles qui se consomment à chaud et d'autres qui se consomment à froid. Tout ce qui va être huile qui se consomme à froid, c'est tout ce qui est noix, soja. Faites attention parce qu'effectivement, vous les achetez plus cher car elles ont des oméga 3 et ou 6. Et donc, si vous les cuisinez à chaud, vous perdez ses propriétés et les autres vont se cuisiner à froid comme à chaud. Le beurre et la margarine, c'est 82 de matière grasse tous les 2. Ce qui change, c'est que le beurre est une matière grasse d'origine animale, donc qui contient du cholestérol, alors que, la margarine est une matière grasse d'origine végétale qui ne contient pas de cholestérol. Et la crème fraîche, quel que soit le type de crème fraîche, c'est-à-dire, épaisse, semi-épaisse ou, liquide, c'est 30 de matière grasse. Ensuite, vous avez des produits type allégés, où là, effectivement, on rajoute de l'eau par rapport à la composition. Mais donc ça, c'est des plus cher et finalement, on voit bien que la composition, surtout pour les beurres et les margarines, peuvent être modifiées et donc pas forcément très intéressantes d'un point de vue apport en qualité de matières grasses et d'acides gras et de vitamines. Donc faites attention aussi à ça. Ensuite, vous avez dans le haut de la pyramide tout ce qui est, je dirais, superflu, qui nutritionnellement parlant, est dans tous les excès, trop gras, trop sucré, trop salé, mais gustativement parlant, on a un intérêt, on a un impact au quotidien.
qui est loin d'être négligeable. Donc là, cette famille-là, vous voyez, elle n'est pas interdite, elle fait bien partie de notre équilibre alimentaire. Par contre, en quantité raisonnable, c'est plutôt un ou 2 carrés de chocolat et pas la tablette. Et là, vraiment, pour essayer de tenir le raisonnable, il faut pouvoir le consommer dans des conditions adaptées. C'est-à-dire que si pour se faire plaisir, mettez-vous dans un contexte adapté pour manger vos 2 carrés de chocolat. Si vous mangez vos 2 carrés de chocolat, la tête dans le placard, en train de vous cacher, eh bien, souvent vous y retournerez et en plus vous culpabiliserez. Donc l'objectif n'est pas atteint. Ça, c'est vraiment important de le stipuler. Petite précision pour ce qui nous interpelle aujourd'hui, pour la famille des protéines animales, donc viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et produits laitiers, il existe aussi des sources de protéines d'origine végétale que nous verrons tout à l'heure pour les personnes qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs. Dans ces cas-là, on fera une double association de la famille des féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre, légumes secs, céréales, légumineuses, farine au sens large, pour pouvoir avoir la même valeur protéique qu'un œuf, mais d'origine végétale. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure, mais dans l'équilibre alimentaire, sachez qu'effectivement, l'équilibre alimentaire peut être aussi sans viande, sans poisson, sans œufs. Voilà, et que notre organisme sait tout à fait gérer cette particularité pour pouvoir avoir des associations d'acides aminés essentiels qui nous permettront d'avoir une qualité protéique similaire à celle d'un œuf et donc d'avoir une composition musculaire adaptée également. Donc l'équilibre alimentaire, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc c'est un apport hydrique suffisant et adapté en fonction aussi des dépenses énergétiques et des dépenses sportives que vous avez. Si vous faites une activité physique, il faut penser à s'hydrater aussi pendant l'activité physique. C'est à ce moment-là que vos muscles et vos tendons ont besoin d'être hydratés. Et ça, c'est en plus des environ 1,5 litre à 2 litres d'apport hydrique tout compris par jour. Puis, nous avons les différentes familles alimentaires qui sont de la plus importante à la moins importante en fonction de la pyramide. Donc l'équilibre alimentaire, c'est aussi l'équilibre corporel, c'est-à-dire on se connaît morphologiquement parlant, on sait quels sont nos besoins. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si on est fatigué, si on est malade, si on est en phase de croissance ou en phase de rémission sur certains traitements, eh bien effectivement, on va aussi réajuster et écouter nos besoins. Donc, la balance peut être en heure d'été ou en heure d'hiver, mais en tout cas, des fois, il vaut mieux 2 kilos de trop et être physiologiquement parlant et en bonne santé et bien récupérer d'un point de vue, apport et besoin énergétique, plutôt que 2 kilos de moins où là, finalement, beh, votre organisme et votre système immunitaire n'aura pas de réserve énergétique pour pouvoir se battre contre une pathologie ou contre une ré ou pour aller dans le sens d'une rémission. Donc, il faut aussi accepter que l'on se connaisse, qu'on a une morphologie, on a, un vécu et on sait ce qui nous convient ou pas. Et je dirais qu'à chaque tranche d'âge de la vie, notre morphologie et nos besoins peuvent être réajustés. Donc bien manger, c'est adopter une alimentation qui va être variée et équilibrée. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait de varier les sources de protéines et les sources de fruits et légumes en fonction de la saisonnalité et en fonction de nos habitudes alimentaires. Que cet équilibre, il se construit à la fois sur un repas, sur la semaine, sur l'année. D'où l'intérêt aussi de varier en fonction de nos habitudes alimentaires et de ne pas manger toujours pareil. Si vous êtes tout seul, je sais que c'est compliqué parce que, beh, forcément, c'est difficile de cuisiner pour une seule personne, mais pensez à faire un peu plus et à congeler ou à ce que vous avez mangé le lundi, vous pouvez le remanger le mercredi ou le jeudi pour éviter d'avoir cette sensation de manger toujours pareil. Et puis, il est important aussi d'associer cet équilibre alimentaire à un équilibre sportif, à une activité physique. Quand on vous dit sport, c'est pas forcément, vous préparer pour le marathon de Paris ou le marathon de New York, mais ça peut être tout simplement pour, marcher régulièrement. Vous obliger à faire le tour du pâté de maison, tous les jours. Ça peut être aussi faire un peu de vélo, marcher pour aller chercher le pain et juste au quotidien, monter, descendre les escaliers, du jardinage, s'occuper de la maison, c'est déjà de l'activité physique. Si vous avez un téléphone portable qui compte votre nombre de pas, n'hésitez pas à regarder déjà combien de pas vous faites par jour et idéalement, si vous faites 5 000 pas par jour, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose et ça maintient déjà une activité physique régulière. Donc pour être bien dans son corps, il faut bien le nourrir, il faut bien bouger et faut aussi, moralement être, bien. Ça aide aussi à ce que, on voit les choses plutôt du côté positif que du côté négatif. Maintenant, on a des phénomènes de mode sur les équilibres alimentaires et sur, ce que l'on met dans notre assiette.
On voit bien que, il y a des phénomènes de mode sur aussi, par exemple, en ce moment, les nourritures asiatiques, on en voit partout, alors qu'il y a 20 ans, manger des sushis, c'était pas dans nos habitudes. Si vous demandez à votre grand-mère, est-ce qu'elle mangeait des tagines ou un couscous, c'était pas dans ses habitudes non plus. Donc les choses évoluent aussi et ce qui est plutôt bien, c'est qu'on découvre, des nouvelles cultures, des nouvelles saveurs, des nouvelles épices, donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi un effet de mode dans les restrictions alimentaires et dans les régimes dits sains. Alors, ces effets de mode, ils peuvent être liés à plusieurs choses, à la fois parce que vous avez des personnes qui peuvent être souffrantes, qui n'ont pas forcément, de retour, je dirais d'un point de vue, médical de leurs problématiques et donc essayent de trouver des solutions pour soulager les douleurs. Vous avez d'autres personnes aussi qui, se disent que finalement pour tout ce qui va être ballonnement, digestion, ben, en supprimant certaines familles d'aliments ou certains aliments, eh bien on se sent mieux. Et puis les phénomènes aussi à la mode pour pouvoir réguler son poids. Et ça, c'est important aussi de savoir que ce qui va chez nous ne va pas forcément chez l'autre et beh, on peut tester différentes choses, différents phénomènes de mode, différents équilibres alimentaires. On a vu que notre organisme était bien fait et pouvait s'adapter au mieux. Mais le but, c'est vraiment de savoir ce qui nous convient à nous et de faire la part des choses entre un phénomène de mode et ce qui vraiment, fait que vous vous sentez mieux. Donc la notion de régime, déjà, il faut faire attention. Régime, ça veut dire qu'on supprime une famille d'aliments. Ça veut dire qu'on se restreint. Et là, la problématique, c'est que si on va jusqu'au bout de la définition du régime, c'est-à-dire qu'on supprime une certaine famille d'aliments, on se restreint pour une durée déterminée. Et souvent, dans les phénomènes de mode, eh bien, dès que vous reprenez une alimentation classique, eh bien, vous reprenez du poids ou alors les douleurs vont réapparaître ou alors la sensation de mieux-être ne va pas perdurer dans le temps. Parce que la problématique, c'est que si vous réduisez quelque chose ou si vous supprimez quelque chose, beh, vous ne la remplacez pas forcément par autre chose et ça ne change rien aux habitudes que vous aviez. C'est-à-dire que quand vous allez si vous supprimez tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, le jour où vous remettez à manger des pâtes, du riz ou des pommes de terre, vous allez vous mettre à réintégrer cette famille alimentaire selon vos anciennes habitudes. Donc forcément, vous risquez de reprendre du poids ou avoir de nouveau les mêmes problématiques liées au fait qu'elle s'est réintégrée. Alors que si on devait faire le parallèle par rapport à un équilibre alimentaire, l'équilibre alimentaire, c'est finalement manger de tout en quantité adaptée en fonction de nos besoins et surtout, on ne supprime pas, on ne réintègre pas. Donc on parle on parle d'un équilibre où chacun trouve les portions qui lui conviennent, mais en mangeant de tout. Donc faites attention à ça. À partir du moment où c'est régime, ça veut dire qu'on supprime, on restreint et donc ça enclenche indirectement de la frustration et finalement le fait que vos habitudes vont être modifiées temporairement. Pourquoi on se tourne vers des régimes sans? Et là, on voit que ça peut être sans arachides, sans lactose, sans gluten, sans produits, laitiers, par exemple. En fait, on peut aller il y a différentes raisons qui nous poussent à aller vers ces régimes sans. Alors ça peut être sans parce que vous avez une allergie, c'est-à-dire que si vous consommez, un type de produit, je pense à l'arachide par exemple, eh bien vous allez avoir une réaction cutanée, une réaction à un œdème de coin, enfin voilà, vous allez avoir réellement un problème physiologique important et donc là, c'est un problème d'allergie, c'est-à-dire que votre système immunitaire n'est pas capable de contrecarrer la présence de cet arachide ou de ce lactose ou de ce gluten et donc là, c'est un problème pathologique. Ça peut être aussi une intolérance, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire que l'intolérance, il y a un seuil à laquelle votre organisme n'est plus en mesure de gérer la fragrance ou la quantité, de lactose, de gluten, d'arachide et ce genre de choses. Donc on verra la différence entre le terme allergie et le terme intolérance. Ça peut être aussi des régimes parce que, je dirais par exemple le sans gluten, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui a une pathologie et donc votre pathologie fait que votre système immunitaire ne réagit pas et donc c'est un peu comme si vous étiez allergique ou intolérant et donc on va supprimer cette famille d'aliments pour que vous restiez en bonne santé. Ça peut être aussi pour des effets de mode, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, on vous a dit: «Moi j'ai arrêté le gluten et j'ai perdu du poids». Donc si vous arrêtez le gluten, vous perdrez du poids. Donc on verra ce qui se passe si on arrête le gluten et par quoi il faut le remplacer pour que les choses se fassent de façon intelligente. C'est-à-dire que si on décide d'arrêter de manger quelque chose, notre organisme étant bien fait, on peut essayer de contrecarrer pour finalement réussir à avoir toutes les vitamines, tous les minéraux et tous les macros et micronutriments dont notre organisme a besoin.
Mais si on supprime et qu'on ne remplace pas ou qu'on n'essaye pas de faire d'interaction pour que justement notre organisme ait un choix sur tout ce qu'il a besoin, eh bien là, on risque d'avoir des soucis de santé aussi et peut-être d'accentuer ces soucis de santé. Il y a aussi des personnes qui vont vers des régimes sans parce qu'il y a une limite à la prise en charge de certaines pathologies. Je pense à certaines pathologies avec des phénomènes de poussée, de crise. Je pense à tout ce qui va être, sclérose en plaques, tout ce qui va être maladie, neurodégénérative, où finalement, la science avance, hein, mais on n'a pas une prise en charge spécifique ou du moins elle est pas facile à trouver même si, les traitements font des grosses, poussées, des grosses évolutions. Il n'empêche que ce sont des particularités pathologiques où vous pouvez être très bien jusqu'au moment où vous allez avoir une crise ou un phénomène de poussée et là, c'est l'horreur pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois et donc souvent, comme on n'a pas de réponse à vous proposer d'un point de vue médical, eh bien, certaines personnes remarquent qu'en supprimant certaines familles d'aliments, ils vont mieux. Et donc là, à ce moment-là, c'est pas qu'il faut supprimer ça ou qu'il faut dire à ces gens que c'est pas bien ou pas bien ou bien, non. C'est juste que si vous, vous vous sentez mieux à ce moment-là en ayant supprimé, c'est que déjà ça va mieux. Donc pas de souci. Là où j'attire juste votre attention et on le verra tout à l'heure, pour ces pathologies, c'est comme c'est un phénomène de poussée, de crise, eh bien peut-être que là ça va mieux par ce biais de cette crise-là, mais est-ce que ce sera mieux sur la prochaine crise? Et mon discours serait plutôt de se dire, si je mange le plus équilibré possible, si j'apporte tout ce dont mon organisme a besoin, et bien peut-être que, ça n'empêchera pas la crise, mais au moins vous aurez, je dirais une prise de sang et des marqueurs qui seront le mieux possible en fonction d'eux. Et donc peut-être que la crise suivante, elle sera moins douloureuse ou moins impactante parce que justement votre organisme, il a tout ce dont il a besoin pour réagir au mieux. Mais je vous dis, c'est des pathologies qui sont tellement spécifiques et tellement aléatoires sur les sensations que l'on peut éprouver, qu'il faut aussi savoir se faire confiance sur le fait de faire ou pas faire et peut-être des fois savoir éliminer effectivement certaines choses de notre alimentation ou de notre mode de fonctionnement pour répondre au mieux aux besoins de notre organisme. Il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène du côlon irritable. Peut-être que, vous faites partie du pourcentage de la population qui, malheureusement, est atteint de ce phénomène. C'est-à-dire que le phénomène du côlon irritable, c'est-à-dire que le côlon est notre deuxième cerveau. Il y a eu des ouvrages faits là-dessus. Et donc, ce phénomène de côlon irritable, c'est-à-dire que vous, vous avez des ballonnements, vous avez des sensations de gonflement, vous avez des soucis de digestion, vous avez un transit qui peut être extrêmement aléatoire, soit en diarrhée, soit en constipation. Vous pouvez avoir des phénomènes de spasmes ou de douleurs abdominales très importantes ou plus ou moins importantes en fonction des périodes. Et donc, quand vous faites les examens, quand vous en parlez à votre médecin, que des examens sont faits, des fibros, des scanners, des échos, eh bien, il y a rien. Sauf que vous, vous n'êtes vraiment pas bien et donc finalement, on aurait tendance pour soulager ces problématiques à, supprimer certaines familles d'aliments. Voilà et donc c'est vrai qu'on a chez certains patients qui vont vous dire que ça va nettement mieux. Après, plus vous mangez équilibré, finalement, plus vous apportez ce dont vous avez besoin. Il y a un système de syndrome inflammatoire qui peut aussi faire que tout d'un coup, en supprimant certaines familles d'aliments, vous vous sentez mieux et qui peut pousser justement à aller vers un régime d'éviction. Ce public concerné par ce syndrome du côlon irritable, c'est quand même 10 à 20 de la population, plutôt des femmes que des hommes et toutes les tranches d'âge, on en a aussi chez les enfants, mais c'est plutôt des gens qui ont des symptômes quand même avant 35 ans. Et quand on vous dit que le côlon est le deuxième cerveau, eh bien souvent c'est aussi lié à un facteur stress qui est loin d'être négligeable. Stress ou angoisse ou anxiogène, quand on est une personne très anxieuse, eh bien tout ça, ça peut jouer aussi, puisque finalement c'est le reflet de ce qui se passe dans notre tête. Les symptômes et finalement, ça va être des douleurs, des crampes de ventre, je vous disais constipation, diarrhée, ballonnement, flatulence. Une activité intestinale qui peut provoquer un certain bruit, ce qui peut être plus ou moins bruyant, ce qui peut être gênant. Le fait de ne pas se retenir, des sensations d'évacuation incomplète, c'est-à-dire que vous avez toujours l'impression que, vous devriez aller aux toilettes et puis des selles qui peuvent être plus ou moins odorantes quand même. Donc ça veut dire que tout ça vous prouve quand même que ça ne va pas. Mais quand vous faites les examens, tout va bien, on vous dit que non, tout va bien. Donc vous, vous êtes embêté. Comme on vous dit que tout va bien, vous essayez de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et donc, on va rechercher des solutions. Et c'est là où on peut tomber sur des régimes d'éviction, c'est-à-dire sans gluten, sans lactose, sans,
sans arachides ou pour limiter les produits laitiers, type vache, brebis ou chèvre. Voilà. Donc là, peut-être que vous pouvez essayer effectivement. Ce qu'il faut quand même intervenir, c'est aussi des fois de se dire: «Si je remange équilibré, comment ça se passe?» Le fait d'avoir autant de légumes que de féculents sur un même repas, la cohésion des fibres alimentaires complémentaires de ces 2 familles peut vous aider aussi à avoir une digestibilité plus intéressante. Comme je vous disais, il y a eu d'autres pathologies aussi où on va devoir et là, c'est pas seulement physiologique ou dans la tête, c'est, le système immunitaire qui se met, en action si jamais on est, confronté à un produit allergisant. Ça va être la différence entre intolérance et allergie. Mais dans tous les cas, il y a un problème réel puisque le système immunitaire se met en place et vous avez une réaction qui peut être plus ou moins importante. Donc là, en fait, la différence entre allergie et intolérance, c'est que l'intolérance alimentaire, c'est une réaction souvent négative qui peut être différée dans le temps à un aliment, une boisson, un additif alimentaire. C'est-à-dire que le système immunitaire se met en route. Mais intolérance, il va se mettre en route, passer un certain cap, un certain seuil. Et notre problématique, c'est qu'effectivement, on est plus ou moins tolérant en fonction de qui on est, de notre vécu, en fonction de notre sensibilité, en fonction aussi de la fatigue, du stress, de la météo. Et donc l'intolérance alimentaire, ce qui est difficile, c'est de savoir jusque quand je peux ingérer, par exemple, du gluten sans avoir une réaction violente de la part de mon système immunitaire. Alors que allergie, on le supprime complètement. C'est-à-dire que la moindre trace fait que votre système immunitaire va réagir extrêmement violemment. C'est ça la nuance. La nuance, c'est qu'allergie, pas. Intolérance, oui, mais quel est le seuil de tolérance pour votre organisme? Et là, il peut être différent d'une personne à l'autre. Des examens alimentaires parce qu'en fonction de votre dosage, on va pouvoir voir comment vous réagissez et des examens médicaux sont nécessaires pour évaluer finalement ce seuil de tolérance, votre degré d'allergie ou votre degré d'intolérance. Et s'il y a allergie, c'est niet. Donc ça, c'est vraiment important, puisqu'une allergie, c'est une réaction immunitaire anormale survenant après l'ingestion d'un aliment en particulier. Et il est appelé allergène parce qu'il ne faut pas du tout le consommer. C'est-à-dire que là, vous réagissez, vous fabriquez des anticorps directement. D'où l'intérêt quand même de faire la différence entre allergie et intolérance. Et c'est là où les phénomènes de mode peuvent être assez contradictoires. C'est que vous avez plein de personnes qui vont vous dire: «Moi, je suis allergique». Bah oui, mais tu en manges quand même. Donc non, tu es intolérant. Et en fonction de l'intolérance, on va voir que finalement, vous avez des gens qui vont réussir à manger une ou 2 tranches de pain le matin parce que, ils arrivent à manger ça et vous en avez d'autres, finalement la moitié d'une tranche de pain, ils sont déjà malades, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc l'intérêt de ces nouveaux régimes, c'est aussi de se dire que, il y a un facteur commercial, il y a un facteur aussi, intéressant pour le marketing. C'est-à-dire que, vous voyez, maintenant, pour les personnes qui sont cœliaques, les malades cœliaques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas consommer de gluten parce qu'ils sont allergiques au gluten, et bien maintenant, grâce à l'évaluation, de cette pathologie, à la connaissance de cette pathologie et grâce à l'évolution marketing et commerciale, bien, on trouve des produits sans gluten. Ça fait partie de notre quotidien quand vous faites des courses dans n'importe quel supermarché. Alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, il fallait aller dans des magasins spécifiques pour trouver des produits sans gluten. Il fallait pouvoir les commander, c'était très cher et ces personnes-là ne pouvaient pas forcément avoir une vie normale puisqu'ils ne pouvaient pas aller au restaurant correctement, ils ne pou maintenant, on s'adapte. On a la présence des allergènes sur les cartes de restaurants, on a la liste des ingrédients, on a fait vraiment des bonnes évolutions, des bonnes avancées d'un point de vue, traçabilité et d'un point de vue marqueur sur nos emballages alimentaires. Donc ça, c'est important. Heu, mais il faut faire attention justement, c'est-à-dire que parce que c'est devenu, normal, eh bien, beaucoup de gens pensent ou imaginent que s'ils arrêtent ça, ils vont aller mieux ou alors que c'est pas forcément vérifié. En tout cas, pour l'allergie et l'intolérance, il y a des examens médicaux spécifiques qui vont vous permettre d'évaluer si vous êtes allergique et si vous êtes intolérant, à quel stade vous êtes intolérant. Donc les régimes sans gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est une fraction protéique insoluble du grain. C'est une substance azotée visqueuse obtenue par lavage par l'eau qui enlève l'amidon d'une pâte de farine panifiable, tirée des céréales comme du blé, du seigle et dans les moindres mesures l'orge.
Alors autant vous dire que ça, c'est la définition du gluten que vous trouvez dans le dictionnaire, mais ça vous aide pas. En fait, c'est un fragment de certaines farines de blé qui vous permettent finalement d'avoir le côté sur votre pain un peu gonflé, un peu moelleux. Votre baguette, c'est ce qui fait qu'elle va être croquante dessus et moelleuse au niveau de la mie. C'est ce qui fait que votre pain de mie, vous voyez bien qu'il a un côté un peu élastique. C'est ce qui rend le côté un peu élastique du blé, des pâtes, et que vous pouvez avoir des cuissons qui vont être al dente ou trop cuites. Alors que si vous avez des produits sans gluten, c'est des produits qui ne montent pas, ils n'ont pas ce côté un peu moelleux, ils sont un peu secs. Voilà. Donc c'est là où on va en faire une différence et donc c'est là où des fois manger sans gluten, beh, c'est compliqué parce que ça veut dire que la palatabilité, le goût, le ressenti en bouche n'est pas le même et donc ça a un impact aussi pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement que de manger sans gluten puisqu'ils ont des choses qui sont un peu plutôt galettes que, vraiment du pain comme nous on peut le consommer où, les pâtes ou le riz vont être assez, leurs pâtes vont être des pâtes avec une texture très fermes et ils n'auront pas ce côté un petit peu moelleux que l'on peut avoir nous en fonction de notre degré de cuisson. Voilà. Donc c'est les protéines de farine de blé, donc le gluten, c'est vraiment spécifique au blé et qui fait que finalement, votre organisme, lui, il va être en mesure de, modifier cette protéine et de la digérer. Si vous êtes patient cœliaque ou intolérant ou allergique au gluten, eh bien vous n'avez pas les bactéries, vous n'avez pas les enzymes qui vous permettent de fractionner cette molécule et donc de la digérer. Et donc vous ne la digérez pas et donc votre organisme met en place des anticorps, met en place un système immunitaire pour éviter que vous soyez en danger. Donc ça veut dire que ça implique une réaction du système immunitaire. Le gluten, on en trouve dans le blé, dans l'épeautre, dans l'avoine, dans le seigle et dans l'orge. Donc ça veut dire quand même que pour les patients qui sont cœliaques ou intolérants en fonction du degré d'intolérance ou allergique, eh bien, vous ne consommez pas de blé, pas d'épeautre, pas d'avoine, pas de seigle, pas d'orge. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres farines qui vous permettent de manger correctement. Donc ça veut dire qu'il y a pas de farine, il y a pas de pain, il y a pas de gâteau, il y a pas voilà. Ou alors avec d'autres farines, qui peut être de la farine de châtaigne, qui peut être de la farine de maïs, de choses comme ça, mais qui gustativement ont un autre impact et donc auront un autre impact sur la palatabilité du ressenti de ce que vous allez manger. Donc, quand on dit qu'on ne mange pas de gluten, c'est vraiment handicapant et je vous dis, on est encore dans une génération et dans une offre, commerciale qui évolue, qui s'agrandit, qui reste à des prix plutôt attractifs alors qu'avant c'était vraiment compliqué et donc ça veut dire que, il faut aussi faire attention aux emballages, aux étiquettes des emballages puisque vous pouvez avoir du blé partout. Donc là, justement, il faut faire attention à ça. Le gluten, il sert à quoi? C'est ce que je vous disais, il sert à avoir ce côté un peu moelleux, ce côté un petit peu, souple, des farines, des gâteaux, du pain, des pâtes quand vous allez avoir un degré de cuisson. Donc en fait, ça permet de faire le lien entre les molécules pour pouvoir avoir cette texture si particulière que l'on va avoir sur du pain classique. Et donc, si on retire le gluten de notre alimentation, ça veut dire on retire un certain nombre d'aliments que l'on va consommer au quotidien. Donc, on aura une vigilance sur tout ce qui est sauce, aide culinaire, condiments, plats préparés, plats tout prêts, tout ce qui est gâteau, biscuits tout prêts, puisque finalement, ça peut contenir soit du blé, soit des traces de, et donc si vous êtes allergique, vous ne pouvez pas du tout en consommer. Donc ça veut vraiment dire que, c'est contraignant au quotidien quand vous faites les courses. C'est contraignant quand vous voulez manger sur le pouce ou aller au restaurant, puisque vous devez être vigilant à savoir que et vous ne pouvez pas consommer de blé, de dérivés du blé. Donc voilà et c'est pour ça que, comme je vous le disais, les emballages alimentaires vous donnent les informations sur tout ce qui peut provenir d'une source de blé ou des dérivés du blé. Donc ça vous demande quand même d'avoir appris à lire les étiquettes correctement et même si vous avez des produits que vous consommez tous les jours, et beh, s'il y a une nouvelle recette, il faut de nouveau revérifier pour être sûr que cette nouvelle recette soit adaptée à votre pathologie. Donc c'est quand même très contraignant. Pardon, excusez-moi. Et donc là, les aliments à privilégier, ça va être tout ce qui est, légumes et fruits frais, puisque vous les avez sous les yeux, vous savez exactement ce que vous avez. Pommes de terre, patates douces, ignames qui ne contiennent pas ce fragment, ce gluten. Tout ce qui est riz, quinoa, sarrasin, maïs, donc ça vous permet quand même de faire, des gâteaux, des pâtes à tarte, des pâtes à pizza, ce genre de choses.
Les viandes et les poissons, mais bruts, parce que si ce sont des produits en conserve ou préparés, il peut y avoir des traces. Et les laitages basiques. Vous avez certains laitages ou produits type crème dessert ou ce genre de choses dans lequel on peut rajouter, heu, du blé pour avoir un côté un petit peu plus, épaissi. Et puis effectivement, tout ce qui est huile, beurre, miel, confiture et ce genre de choses. Mais, il faut aussi peut-être faire attention sur certaines pâtes à tartiner. Ça, faites attention à ça. D'où l'intérêt aussi de penser aux légumineuses. Puisque les légumineuses, c'est tout ce qui est, lentilles, fèves, haricots blancs, haricots rouges, et ce genre de cette famille-là, qui ne contiennent pas du tout de blé, mais qui peuvent être compliqués à digérer. Donc faites aussi attention à ça, alors votre sensibilité, c'est que si vous en mangez tous les jours, à un moment donné, il va y avoir aussi un retour sur les ballonnements qui sera loin d'être négligeable. Et puis faites attention aussi au fait que, souvent, si vous achetez des légumineuses toutes prêtes, il y a un risque d'avoir quand même du blé dedans, des traces en tout cas. Donc ça veut dire que c'est des produits qui nécessitent d'être utilisés tels quels et donc d'être mises dans l'eau pour être gonflées, changer l'eau régulièrement et donc effectivement, ça demande une cuisson, une anticipation de la préparation et de la cuisson qui est loin d'être négligeable. Alors là, il y a une petite vidéo sur les légumineuses. Je vérifie si ça passe. Vous la voyez? Donc là, je suis désolée, je vous ai fait un peu de pub. C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a un côté quand même marketing à tout et que même nos grands champions s'y mettent. C'est-à-dire que là, on voit bien que gerblé, il suffit juste qu'ils fassent des associations de légumineuses pour contrecarrer le gluten. Ils vous proposent des produits sans gluten, mais à un moment donné, ça a quand même un budget qui est loin d'être négligeable et ça veut dire aussi qu'il y a un système de mode puisque, il y a 20 ou 30 ans, finalement, on ne serait même pas posé la question, de savoir si, nos sportifs, il y avait des intolérants au gluten ou pas et est-ce que, ce sportif-là, il est vraiment intolérant au gluten ou pas? On ne le sait pas. Il fait juste de la pub. Donc il y a aussi ça. Il y a des phénomènes de mode qui sont accentués par un effet marketing, un effet business. Et et là, je vous dis, je me répète, c'est quand même là, dans ces cas-là, plutôt intéressant pour les personnes qui sont cœliaques et qui, galéraient, il y a quelques années pour se nourrir correctement, alors que là, maintenant, ils ont quand même un choix qui est loin d'être négligeable. Et effectivement, tout ce qui va être additif, ou produits trop gras, trop sucrés, donc les plats tout préparés, et bien, finalement, c'est aussi des produits comme ça où si on n'a pas la liste des ingrédients, eh bien, on va pas visuellement, on ne saura pas qu'il y a un problème avec le blé ou avec des produits qui pourraient nécessiter une intolérance ou une allergie. Donc faites vraiment attention à bien lire les emballages alimentaires. Nous avons aussi des régimes sans lactose. Le lactose, c'est un sucre qui est présent dans tout ce qui est lait et dérivés et en fait, c'est parce que notre organisme ne sait pas digérer, ne sait pas, pour les personnes qui sont, allergiques au lactose ou intolérances au lactose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'enzyme ou ils n'ont pas suffisamment d'enzymes pour permettre, finalement de, casser ce sucre du lait, et donc de pouvoir le digérer correctement. Vous voyez, ces 2 associations de molécules qui sont reliées par un O, l'oxygène et donc nous n'avons pas d'enzymes ou pas suffisamment pour pouvoir digérer la totalité et casser ces, 2 associations de sucre qui vont pouvoir être digérées en tant que telles et donc ça, c'est la problématique aussi. C'est-à-dire que alors c'est plutôt chez les enfants, mais on a quand même des adultes qui peuvent avoir une sensibilité au lactose. Cette enzyme, elle s'appelle la lactase. La lactase, normalement, quand vous naissez, vous en avez beaucoup, puisqu'on est nourri principalement par le lait de la maman, qui contient aussi du lactose. Donc, on sait le digérer. Sauf si effectivement vous avez déjà un terrain allergique ou un terrain avec une intolérance. Et puis au fur et à mesure, comme on va manger moins de lait, puisque la diversification nous permet de manger toutes les familles alimentaires, la lactase va diminuer puisque vous en consommez moins, donc vous n'avez pas besoin d'en fabriquer autant, donc elle va diminuer. Normalement, nous en avons toujours toute notre vie, nous avons la lactase. Maintenant, si vous êtes des années sans manger de lait, de produits laitiers, à un moment donné, forcément, vous ne serez plus habitué à la développer, à la fabriquer
pour pouvoir aider à digérer ces produits-là puisque vous ne les consommez plus. Donc si vous buvez un verre de lait directement, beh, forcément vous allez être embêté puisque ça fera 10 ans que vous n'aurez pas eu, la lactase qui sera mise en action. Donc il risque d'y avoir un petit souci. Et c'est pareil, on remarque en fonction des ethnies, il y a certaines personnes qui ont moins de lactase naturellement. Je pense aux pays africains où là, finalement, naturellement, ils fabriquent moins de lactase que nous. Mais c'est culturel, c'est comme ça. Mais c'est parce qu'ils en consomment aussi moins par rapport à leurs habitudes alimentaires. Et finalement, vous avez des personnes qui vivent sous nos contrées et qui ont des origines plutôt africaines et qui arrivent quand même à digérer le produit laitier parce que ça peut se remettre en route aussi et on peut réactiver cette enzyme. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Donc c'est une dégradation du lactose par le tube digestif par hydrolase et c'est la lactase qui permet justement de séparer le glucose du galactose et donc d'être absorbé correctement par votre organisme. Voilà. Donc normalement, on a tous cette lactase, on a tous cette enzyme en quantité plus ou moins importante et pour certaines personnes qui sont vraiment allergiques, dans ces cas-là, il n'y en avait pas au démarrage. Le lactose, on le trouve dans tous les produits laitiers au sens large. Donc ça va être dans le lait, dans les yaourts, dans le fromage, voilà. Et donc par exemple, on va savoir aussi que en fonction de notre digestibilité, il y a certaines choses qui vont mieux passer que d'autres sur ces produits-là, ou alors il faut vraiment les supprimer complètement de notre alimentation. Les produits laitiers, ils ont un intérêt, on l'a vu tout à l'heure, pour tout ce qui est protéines et tout ce qui est calcium. Donc si on supprime les produits laitiers, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrange pour orienter notre alimentation de telle sorte qu'on puisse récupérer du calcium et des protéines. Il faut aussi pouvoir en parler avec votre médecin pour qu'il puisse peut-être faire des tests pour vérifier si, d'un point de vue sanguin et d'un point de vue ostéoporose, la qualité de vos os, il vous manquait de calcium ou pas. Est-ce qu'il faut un complément alimentaire à ce niveau-là? Donc, si on retire les produits laitiers, eh bien, finalement, on remarque qu'on va trouver du calcium dans d'autres produits. Un yaourt, c'est 3 litres d'eau du robinet pour le même apport en calcium. 30 grammes d'emmental, c'est l'équivalent de 3 oranges. Un verre de lait, c'est 2 baguettes et demie de pain pour le même apport en calcium. Et 30 grammes de camembert, c'est 1 kilo de chou vert. Donc là, au niveau du chou vert, au niveau des ballonnements et des troubles digestifs, je pense qu'on peut être pas mal. Surtout si on en consomme 2 à 3 fois par jour. Donc, vous voyez, comme quoi. Maintenant, vous avez aussi les eaux calciques qui sont l'équivalent d'un verre de lait. Donc ça, pensez aussi à ça pour les personnes qui ne consomment pas du tout de produits laitiers. Un verre d'eau calcique est un équivalent d'un verre de lait. Et donc finalement, si on devait avoir des portions de produits laitiers, on voit que c'est un yaourt, un petit verre de lait, un bol de fromage blanc, c'est 30 grammes de fromage, des mentales ou ce genre de choses. Donc c'est pas des quantités énormes. On n'a pas de besoin physiologique très important. Et alors moi qui suis en Normandie, je peux vous assurer que souvent on est au-delà du quota parce que le Normand, il mange yaourt plus fromage, donc ça peut jouer. Donc c'est vrai que faites attention à ça. On parle de 2 à 3 produits laitiers par jour, pas par repas. Donc s'il y a du fromage, il y aura pas de yaourt normalement, d'un point de vue équilibre alimentaire. Donc dans le cas d'une intolérance, il y a certains intolérance, ça veut dire, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire que vous pouvez supporter un certain quota de lactose, puisque vous avez un petit peu d'enzymes qui vont vous permettre de le dégrader. Et là, on remarque que certains fromages qui sont plutôt type fromage égoutté vont être plutôt faciles à digérer, que tout ce qui va être les fromages type brebis ou chèvre, on peut avoir une allergie croisée ou une intolérance croisée, c'est-à-dire qu'en grande quantité, on aura le même problème. Si par exemple vous faites du lait avec du chocolat chaud ou du lait avec un sirop, et bien finalement on voit que la digestibilité sera des fois plus facile que si c'est du lait nature tout seul. Pareil, si vous avez un lait entier, ça sera des fois plus digeste parce qu'il y a du gras qui va permettre effectivement de mieux éliminer que si vous avez un lait, 0 de matière grasse. Donc faites attention à ça. Vous avez les laits sans lactose qui vous permettent quand même de consommer des produits laitiers ou du lait, par exemple, si vous aimez un chocolat chaud ou ce genre de choses, et les eaux riches en calcium. Par contre, faites attention à tout ce qui est produits dérivés, soja, lait d'amande, coco, puisqu'il peut y avoir des allergies croisées si on parle d'allergie. Et dans le cas du soja, en grosse quantité, on sait que le soja contient des œstrogènes. Pour les personnes qui ont eu des cancers du sein ou de l'utérus, par rapport au traitement de substitution, il convient de ne pas consommer trop de soja ou pas du tout. Faites attention aussi à ça.
parce que c'est un problème d'œstrogène. Vous avez déjà un complément en œstrogène, donc là, ça double la dose. Donc faites quand même attention aux allergies croisées sur les produits dérivés qui peuvent être trompeurs parce qu'ils sont quand même vendus au rayon produits laitiers, alors qu'ils n'ont pas de calcium. Et s'ils ont un enrichissement de calcium, il faut bien vérifier que ce soit un enrichissement de calcium laitier et pas de calcium végétaux, puisque, on parle toujours calcium et produits laitiers parce que le calcium contenu dans le produit laitier va être absorbé à hauteur de 35, alors que le calcium contenu dans les végétaux, puisqu'il y en a, on a vu un kilo de chou vert vous apporte la même chose que, l'équivalent d'un yaourt, eh bien, c'est à hauteur une absorption à hauteur de 5. Donc c'est pas du tout la même. Donc faites attention à ça, aussi sur le degré d'absorption et sur les produits qui sont enrichis en calcium, quel type de calcium sert pour l'enrichissement? D'autant plus si vous êtes végétalien, auquel cas on le verra tout à l'heure, dans ces cas-là, si l'enrichissement c'est du calcium, laitier, c'est du calcium d'origine animale, donc ça ne marche pas. Donc, comment arriver aux recommandations en calcium quand on ne consomme pas de produits laitiers ou peu? Eh bien, donc là, faites attention aussi à aller voir votre médecin, à faire une prise de sang. Si vous avez plus de 50 ans et que vous ne consommez pas du tout de produits laitiers, peut-être faire un point aussi, d'un point de vue ostéodensitométrie osseuse pour vérifier quels sont l'état de vos os. Vous avez des personnes qui ont jamais mangé de produits laitiers de leur vie et qui ont un squelette, d'enfer, puis vous en avez d'autres qui ont mangé du produit laitier toute leur vie et qui ont un squelette qui est quand même fatigué et fatigable puisqu'il y a un facteur héréditaire. Donc, je pense quand même qu'il serait plus simple dans certains cas de dire qu'on veut éviter les produits à base de lait de vache que le lactose à proprement parler. Puisque des fois, c'est plutôt un problème de savoir que le lait de vache, on vous dit que c'est pas bon pour la santé, alors que le lait de chèvre et de brebis le serait. Alors, d'un point de vue scientifique, il y a rien de prouvé. Maintenant, c'est plutôt, je vous dis, des effets de mode et auquel cas, si vous ne souhaitez pas de consommer de produits laitiers type vache, sachez que, le calcium contenu dans le lait de chèvre ou de brebis est tout à fait adapté, est similaire. Donc ça, c'est important aussi de signaler. Donc voilà. Donc les produits type chèvre ou brebis, l'apport calcique est le même et l'apport en matière grasse est le même. Maintenant, on commence seulement maintenant à avoir des produits, type chèvre ou brebis, demi-écrémés. Sinon avant c'était entier. C'est peut-être ça où la quantité de matière grasse pouvait jouer. Toujours pareil, petite, donc de nouveau, c'est pour vous montrer qu'effectivement, nous sommes dans un système où on peut trouver de tout, ce qui est très bien pour les personnes qui sont intolérantes ou allergiques, mais qu'il y a aussi un système marketing et les industriels qui ont bien compris qu'il y avait un secteur à prendre et je vous dis, ça permet quand même aux gens qui ont des intolérances ou des allergies de manger normalement et d'avoir un choix de produits très intéressant, mais qui reste quand même à un coût plus important que si vous vous achetiez, un produit, classique. Les régimes sans viande. Alors, on dit sans viande, ça peut être aussi sans poisson. Heu, En fait, la viande, elle a un intérêt, mais comme le poisson, parce qu'elles vont vous apporter des protéines, du fer et le poisson vous apportera de l'iode. Et donc, c'est vraiment d'un point de vue nutritionnel, protéines et fer, c'est vraiment la base. Et le fer, c'est du fer héminique, c'est-à-dire qu'il va être absorbé facilement par notre organisme, alors que vous avez du fer aussi dans d'autres familles d'aliments, mais qui sera dit non héminique et donc qui ne sera pas absorbé dans la même totalité. C'est exactement la même chose que pour le calcium, heu, laitier et le calcium végétal. Voilà, c'est le degré d'absorption qui varie. Donc là, la problématique, c'est plutôt du tout ou rien. C'est-à-dire, par rapport à nos habitudes alimentaires, je vous disais, idéalement, il faudrait qu'on mange entre 100 et 150 grammes de viande par jour. Il y a certaines personnes qui sont plutôt à 100 à 150 grammes de viande, poisson ou œuf par repas. Donc faites attention aussi à ça. Et puis, quelles sont nos habitudes alimentaires? On a tendance quand même à dire qu'on mange de moins en moins de viande, déjà parce qu'il y a un problème de coût. Et puis, de quel type de viande nous parlons? Vous avez des gens qui vont vous dire: «Bah, moi je mange pas de viande, poisson ou œuf», parce qu'ils ne mangent pas de viande grillée ou mijotée ou de poisson grillé ou mijoté. Mais par contre, ils vont manger des sardines, ils vont manger du jambon, ils vont manger, des choses comme ça. Auquel cas, c'est aussi une source de viande, poisson ou œuf.
Donc ça vous apporte aussi du fer, ça vous apporte aussi des protéines. Donc il faut prendre ça en compte. Et puis peut-être aussi, si on devait amener le raisonnement plus loin, de quel type de qualité de viande, poisson ou œuf nous allons consommer. Et ça aussi, c'est peut-être important. Peut-être qu'il faut en manger moins, mais de meilleure qualité, pour avoir des protéines et du fer de bonne qualité nutritionnelle, plutôt que d'aller vers, des quantités plus importantes, mais qui font finalement avec un élevage ou environnemental où ça pourrait être revu et corrigé. Ça, c'est pareil, il y a des effets de mode et il y a des effets d'implication plus ou moins personnels qui sont à prendre en compte. Donc, si on retire la viande de notre alimentation, on voit quand même par rapport à la pyramide alimentaire que je vous ai montrée tout à l'heure, où la base, donc c'était l'eau. Ensuite, nous avons tout ce qui était féculent. Ensuite, nous avons les fruits et légumes. Puis nous avions tout ce qui était protéines d'origine animale. Et bien là, si on n'a pas de viande, poisson ou œuf, dans ces cas-là, il faut contrecarrer l'absence de ces protéines d'origine animale par une protéine d'origine végétale. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans ces cas-là, on va faire une double association de la famille des féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, légumes secs, farine en tout genre, pour pouvoir avoir une association d'acides aminés essentiels complémentaires qui seront de même qualité qu'un œuf. En fait, dans les végétaux, au lieu d'avoir les 9 acides aminés essentiels, vous en avez que 7 ou 8. Donc, comme il vous en manque un ou deux, il faut avoir cette double association pour être sûr que vous avez les 9 au total qui vont être absorbés. Voilà. Donc là, on voit que finalement, beh, on va retravailler les choses et puis on aura quand même les produits laitiers qui vont nous apporter à la fois des protéines et du calcium. Donc on a ce complément aussi en protéines via les produits laitiers, qui est loin d'être négligeable. Et puis après, vous avez des personnes qui vont pas manger de viande, mais qui vont manger un peu de poisson, un peu d'œuf, auquel cas ça fait aussi un apport en, protéines, en fer et en iode. Donc ça, c'est important aussi. Et pareil, peut-être faire un point aussi avec votre médecin traitant pour lui dire que vous ne mangez plus du tout de viande, voire de poisson ou d'œuf en fonction de vos habitudes et donc peut-être faire un point régulièrement sur une prise de sang pour vérifier que votre taux de fer est suffisant et que, le taux de calcium et le taux de, les autres taux d'iode sont aussi, corrects et qu'il n'y a pas besoin d'une complémentation. Donc du nouveau, c'est vraiment cette association légumes-céréales qui vous permet d'avoir une particularité d'association en acides aminés essentiels pour avoir des protéines d'origine végétale similaires à celles d'un œuf et donc qui vont être utilisées exactement de la même manière par votre organisme pour fabriquer du muscle et pour vous maintenir debout avec une santé musculaire correcte. Donc l'intérêt nutritionnel de ces légumineuses, finalement, de cette association, c'est qu'on va avoir des associations, d'acides aminés de bonne valeur biologique. On va quand même avoir des vitamines du groupe B et on va avoir des minéraux type fer, zinc ou magnésium, sachant que le fer sera moins bien absorbé que s'il venait de la viande, puisque c'est du fer non héminique. Mais on en a quand même. Attention quand même à tout ce qui est zinc et magnésium parce que si, il convient de cuire les aliments type légumineuses dans l'eau de trempage. Parce que sinon, si vous jetez l'eau de trempage et beh, vous éliminez tout ce qui est zinc, tout ce qui est fer, tout ce qui est magnésium. Alors que si vous cuisez avec l'eau de trempage, ça va être réabsorbé par les pois, les fèves, les lentilles, les haricots blancs et les haricots rouges. Donc faites attention aussi à ça. Et puis mine de rien, ça vous amène une quantité de fibres alimentaires non négligeable. Donc pour remplacer viande, poisson ou œuf de temps en temps ou tout le temps, voilà, c'est-à-dire que vous allez faire légumes secs plus céréales, et donc ça va vous permettre d'avoir une valeur protéique de même comme si vous aviez un œuf à la place. Donc ça, c'est important aussi de se dire qu'il peut y avoir des bonnes associations au niveau des acides aminés essentiels. Donc notre organisme est quand même franchement bien fait et notre culture est quand même bien faite puisque c'est tout à fait possible de faire ces associations. Donc, par exemple, l'exemple, c'est si je devais faire des spaghettis bolo et que je mets pas de viande, dans ces cas-là, je peux faire des haricots rouges à la place de la viande, la sauce tomate et les pâtes et mon équilibre protéique sera également similaire à celle d'un œuf, à celle de la viande que j'avais pu avoir, sur la version spaghetti bolo. Par contre, effectivement, gustativement, c'est un petit peu plus sec. Pensez à aussi à élaborer des techniques de cuisson et des techniques de préparation avec un petit peu plus de sauce, un petit peu plus de liant pour éviter le côté trop sec ou trop pâteux en bouche. Ça, c'est important aussi. Ça nécessite une préparation qui peut être différente. Peut
Donc de nouveau, pour vous montrer qu'il y a des alternatives, que tout est possible et que par contre, là où j'attire quand même votre attention c'est que si vous regardez l'étiquetage de ces produits-là, vous avez une vingtaine d'aliments qui vont composer votre steak végétal. On est bien d'accord. Donc là, il faut faire attention qu'il y ait pas les allergies alimentaires, qu'il y ait pas d'intolérance et ce genre de choses. Et c'est ce qu'on va appeler une alimentation ultra transformée. Alors que votre steak classique, c'est du bœuf, il y a rien d'autre. On est d'accord, donc faites attention quand même à ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même être vigilant sur le fait que si c'est du tout préparé, bien, on a beaucoup d'ingrédients pour préparer ce produit-là. C'est un produit industriel. Alors que vous, vous pouvez aussi vous fabriquer vos propres steaks végétaux, vos propres boulettes kefta ou ce genre de choses. Ça prend un peu plus de temps, mais vous savez ce que vous mettez dedans. Donc faites aussi attention à cette facilité d'avoir tout sur place et tout prêt, mais il faut se prendre conscience que dans ces cas-là, on a beaucoup plus d'ingrédients parce que c'est des produits qui vont avoir une date limite de péremption plus importante, qui doivent, aussi pouvoir accéder à certaines températures et ce genre de choses. Donc les autres régimes d'éviction, c'est ce qu'on appelle le régime végétalien. La nuance entre le régime végétarien et le régime végétalien, végétarien, il n'y a pas de viande, poisson et ou œufs en fonction de ce que vous consommez. C'est-à-dire qu'on va être ovo-végétarien, on va être, fiche végétarien, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir des alternatives de gens qui vont surtout être que pour la viande, d'autres c'est viande, poisson, œuf, d'autres ils vont quand même manger un peu d'œuf alors qu'ils ne mangent pas de poisson ou pas de voilà. Le régime végétalien, il n'y a pas de source de protéines animales. Donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas de produits laitiers. Et si on allait plus loin, ce qu'on appelle la mode végane, c'est-à-dire qu'ils ne mettront pas sur eux de produits animaux. Pas de laine, pas de cuir. Voilà. Donc le régime végétalien, ce qui change, c'est que vous n'avez pas les produits laitiers et vous n'avez pas et ou un peu de poisson ou un peu d'œuf pour compenser la valeur en protéines. Donc là, vous voyez de nouveau tout ce qui est la famille des féculents prend le dessus et on rajoute aussi tout ce qui va être légumes secs en plus pour être sûr que vos apports sont suffisants. Par contre, là, dans le régime végétalien, comme il n'y a pas de viande, poisson ou œuf ni de produits, laitiers, dans ces cas-là, il convient d'avoir une supplémentation. Et là, c'est pas «il faut», c'est pas «il convient», c'est «il faut aller voir votre médecin, lui en parler, faire un bilan sanguin régulièrement» et d'autant plus s'il y a des ados qui décident de changer ça puisqu'ils sont en phase de croissance. Voilà et ce régime-là ne convient pas aux enfants. Puisque, il n'y a pas, du tout de quoi valoriser un développement de la masse musculaire, un développement du squelette. Donc là, ce n'est pas adapté pour les enfants normalement. Et je vous dis, si vous êtes sur ce type de régime végétalien, sans souci, mais il faut juste accepter qu'une complémentation doit être mise en place et une surveillance au niveau sanguin pour les différents marqueurs doit être mise en place également pour être sûr que vous vous maintenez en bonne santé et que vous n'êtes pas carencé en quoi que ce soit ou il n'y a pas de risque de carence en tout cas. Donc voilà. Donc, ce régime-là, on peut aussi avoir des régimes qui s'associent. On a des gens qui vont faire sans lactose et sans gluten ou qui peuvent être, végétariens et sans gluten. Donc là, faites aussi attention, ça peut compliquer les choses. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que notre alimentation est bien faite et que si on supprime certaines familles d'aliments ou certains aliments, on est capable de regrouper autrement, excusez-moi, et donc d'arriver à maintenir un pool en apport vitamines, minérales, excusez-moi, et en matière de macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, suffisant. Et notre choix alimentaire est suffisamment vaste aussi pour que ce soit possible. Excusez-moi. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est se poser la bonne question. Est-ce que je mange déjà équilibré? Est-ce qu'à chaque repas, j'ai une source de protéines, viande, poisson, œuf ou un équivalent d'un point de vue végétal, en acides aminés essentiels? Est-ce que j'ai des légumes? Est-ce que j'ai des féculents? Est-ce que j'ai un produit laitier? Est-ce que j'ai un fruit? Est-ce que je bois suffisamment ou pas trop? Donc cette règle des 5 déjà, est-ce que vous, au quotidien, on l'applique? En fonction de ça, si on l'applique et qu'on voit qu'on a encore des troubles digestifs, que ça ne va pas, dans ces cas-là, effectivement, on peut essayer de passer sur des régimes plus restrictifs ou différents. Mais déjà, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous, on arrive à manger cette fameuse règle des 5 à chaque repas? Mais moi qui suis diététicienne, je peux vous assurer que
Pour préparer les repas, avoir et légumes et féculents à chaque repas, ben c'est pas facile et c'est vrai. Ça demande d'anticiper, ça demande de préparer. Donc c'est vrai que déjà, si on arrive à manger équilibré, eh bien, comment on sent? Comment on va? Comment on va à la selle? Comment on vit? Comment est-ce qu'on a la pêche ou pas la pêche? Est-ce qu'on boit suffisamment ou pas? Et tout ça va déjà nous permettre d'avoir un certain référentiel et en fonction de ce référentiel, on peut réajuster. Voilà. Mais c'est vrai que déjà, avant de passer sur quelque chose de trop contraignant sur un effet de mode, essayons déjà d'équilibrer notre quotidien. Et je peux vous assurer que pour le faire au quotidien, ça demande quand même une certaine gymnastique, ça demande d'anticiper les repas, c'est quand même pas facile. Surtout si on veut cuisiner un petit peu. Donc voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci Laure, Je suis merci désolée pour beaucoup. la quinte de tout. Ah bah non, il y a pas de souci, mon Dieu, heureusement mon micro était coupé, j'ai fait que éternuer. Alors donc merci à tous pour votre, participation et votre écoute. On va pouvoir passer aux questions, comme d'habitude. Je vous mets d'abord, dans tous les cas, à l'écran, le questionnaire de satisfaction auquel il est très important de répondre puisque ça nous donne, une idée de ce que vous avez pensé de la conférence, voilà, de ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être moins aimé. Si vous avez des idées aussi de thématiques qu'on pourrait aborder, que ce soit sur la nutrition ou sur autre chose. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à nous faire un retour, c'est hyper important pour nous et pour nos financeurs également. À l'écran, vous avez, comme d'habitude, si la page veut bien, voilà, super. Vous avez la chaîne YouTube, du coup, sur votre gauche, la chaîne Movadom, sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de cette visio. Donc, la partager, la revoir. Si vous êtes arrivé en cours de route, je crois que tout le monde a été plus ou moins ponctuel aujourd'hui, mais en tout cas, si jamais vous souhaitez la partager, vous pourrez le faire grâce à la chaîne YouTube et le lien que vous avez à l'écran sur votre gauche. Pour vous inscrire, vous avez donc toujours le lien movadom.eventbrite.com et sur votre droite, le livre audio et le podcast Ça déménage, donc coécrit par Isabelle Palassin et Gwendoline Cautrez, qui traite du déménagement des seniors. Je vous remercie à nouveau du coup à tous pour votre participation. Je remercie la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine et le CNSA pour leur financement. Et je vous souhaite une très belle journée. Et dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous écrire à contact@movadom.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous et à bientôt.